Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Alors Julien, il s'est passé plein de choses ces derniers mois. Oui, T'as c'est passé beaucoup de voyagé, choses. Si on a peu, si sorti des peu. choses super intéressantes dont on va parler. Oui, Moi, je suis devenu oui, papa depuis 2 semaines, exactement. 3 semaines Félicitations. quand le podcast va 3 sortir, je semaines même. pense, ou peut-être 4 semaines, je sais pas. Ouais, absolument. Alors Julien, aujourd'hui, on va venir avec un tout nouveau sujet. De quoi qu'on va parler? Et ben aujourd'hui, on se parle d'un sujet qui est en lien direct avec la PNL, mais pas que, puisque ce sont aussi des éléments qui peuvent être nommés différemment, mais qui sont utilisés dans de nombreuses approches. Et on va parler de ce sujet-là en lien justement avec un des éléments qu'on a sorti et que toi qui nous écoutes, tu pourras retrouver. Finalement, tu pourras aller récupérer ton exemplaire directement en détail sous ce podcast. Exactement. Donc ce sujet, Samir, duquel on parle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les métaprogrammes. Tu nous as peut-être déjà entendu parler de ça dans d'autres épisodes de la systémique du bonheur ou dans un de nos précédents lives. Et on va revenir sur ce sujet et te donner un peu plus de détails et d'explications sur ce que c'est, ce que ça représente, à quoi ça sert et pourquoi ce serait intéressant que tu possèdes toi aussi ces connaissances et que tu les appliques dans ton quotidien. Alors peut-être pour commencer, c'est quoi un métaprogramme? Alors c'est quelque chose qui est central dans notre approche puisque à l'Institut Mhm. Merlin, on enseigne la systémique mais aussi la PNL, ça vient principalement de la PNL, les métaprogrammes. C'est aussi Mhm. utilisé en hypnose parce que vu que la PNL et l'hypnose partagent énormément de choses en commun. Et en fait, les métaprogrammes, c'est en quelque sorte des filtres, des modèles de pensée qui sont inconscients et qui vont influencer notre perception du monde, nos comportements, nos réactions dans des situations qui vont être différentes. On peut peut-être, Tout à si je fait. dois vulgariser, voir les métaprogrammes comme des lunettes qu'on porte, en fait, et qui nous permettent de voir le monde d'une certaine manière, de filtrer le monde. Ou, si je dois donner une autre métaphore, peut-être que celle-là sera aussi parlante, sur ton ordinateur, tu as un système d'exploitation. Tu as peut-être macOS, tu as peut-être Windows, et en fait, ton système d'exploitation, il est composé de plein de petits programmes. Ces programmes, ça peut être comment ta souris Mhm. se déplace, le fait que tu puisses installer des applications, etc., etc. En fait, c'est la même chose. Nos métaprogrammes, c'est des espèces de petits programmes comme ça qui vont venir influencer notre cerveau, notre manière de réagir, également nos résultats. Tout à fait. C'est une chouette définition que tu nous donnes là. Merci pour ça, Je t'en Samir. prie. Et en fait, le terme métaprogramme, ça s'adresse finalement à tous les composants, tous les éléments qui vont venir déterminer ce qu'on appelle les stratégies cognitives. Alors peut-être, avant d'aller plus loin là-dessus, j'aimerais prendre un temps, si c'est OK avec toi, Samir, bien sûr, de définir un peu plus ce que sont les stratégies cognitives pour que toi qui nous écoutes, ce soit bien clair dans ton esprit et que tu comprennes en fait l'importance de ces éléments qu'on va te partager aujourd'hui. Alors, quand on parle de stratégie cognitive, ça peut faire référence à beaucoup de choses, entre autres le fait que on a tous et toutes des stratégies cognitives qui nous permettent d'apprendre, par exemple, de mémoriser des choses, de se rappeler, de s'organiser dans notre travail. Ça désigne, en fait, si tu veux, l'ensemble des processus mentaux, émotionnels et comportementaux qui sont liés à notre système nerveux. Donc, chacun, chacune, on va fonctionner différemment. Et c'est surtout la branche, en fait, de cognitivisme en psychologie qui va étudier le principe des stratégies cognitives et ça nous permet de mieux comprendre comment l'humain, l'individu fonctionne de manière générale. Et en fait, pourquoi est-ce que j'amène ça là? C'est vraiment pour que tu puisses comprendre, toi qui nous écoutes, l'importance et la place centrale, en fait, que jouent nos stratégies cognitives, à la fois dans notre mode de fonctionnement, mais aussi dans notre compréhension de nous-mêmes et des autres, et les leviers sur lesquels on peut venir jouer, appuyer, activer, désactiver, pour faire que les choses changent. Pour te donner une petite idée, nos stratégies cognitives, ça concerne la coordination de nos mouvements, la régulation de nos émotions, l'encodage de la mémoire, la gestion de l'attention, la compréhension et la production du langage, l'interprétation des informations sensorielles, donc ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ce qu'on goûte, etc. Nos décisions, planification pour nos actions futures, c'est aussi ce qui nous permet de nous adapter, d'avoir de la flexibilité dans notre manière de voir, de faire, de réagir,
ça nous permet d'acquérir des connaissances, ça nous permet de les mettre en application, et la liste peut continuer comme ça vraiment très 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 longtemps. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'intégrer que nous utilisons toutes et tous des stratégies cognitives, et ces stratégies cognitives, eh bien en fait l'intérêt c'est de pouvoir les décoder. Et comment est-ce qu'on va pouvoir les décoder? Justement grâce à cette approche des métaprogrammes. Exactement. Et Julien, justement, des métaprogrammes, parce qu'on parle des métaprogrammes et pas d'un métaprogramme, il y en a Mhm. combien en tout des métaprogrammes? Alors, sur la plupart, on va dire des formations qu'on peut faire en PNL et la nôtre y compris, en tout cas jusqu'à il y a peu, on se concentre sur une vingtaine, peut-être trentaine, de métaprogrammes. Là, il y en a effectivement beaucoup plus qui ressortent puisque nous, on a monté, le nombre de métaprogrammes à 54 aujourd'hui. Mais c'est fort probable qu'il y ait d'autres éléments qui s'ajoutent avec le temps. Donc il y a vraiment beaucoup de métaprogrammes. Maintenant, ce qu'il faut voir dans l'approche des métaprogrammes, c'est qu'on vient vraiment se concentrer sur une série de programmes qui sont un petit peu comme des mini-logiciels qui vont venir filtrer, analyser, saisir l'information, qu'elle vienne de l'intérieur de nous-mêmes ou du monde extérieur, et qui va venir conditionner, en fait, les stratégies qu'on va finir par utiliser au final. Ouais. Donc en vrai, il y en a beaucoup plus que 54. Simplement, on se concentre sur celles sur lesquelles on va avoir du pouvoir, sur lesquelles on peut influencer ou qui peuvent nous donner de l'information pertinente pour mieux comprendre la personne qui est en face de nous. Mais après, on pourrait, je pense, en rajouter beaucoup plus derrière, et il n'est pas impossible que dans la continuité de nos travaux, justement, qu'on a à l'Institut, d'apprentissage, de recherche, de tests, d'évaluation, que on en fasse ressortir d'autres par la suite. Ouais. Et justement, le truc, c'est que les métaprogrammes, ce sont des outils qui sont hyper puissants dans le domaine aussi bien du coaching que de la thérapie, d'accord? Parce que si tu es Oui, thérapeute, sache que les métaprogrammes peuvent être ultra puissants si tu les vraiment. intègres dans ton approche. Et alors, comme tu dis, Julien, il y en a plein. Chaque métaprogramme peut s'intéresser, par exemple, à certains types de problématiques, parfois à nos comportements, parfois à des habitudes, parfois à des croyances. Donc, chaque métaprogramme, en fait, va correspondre en quelque sorte à une espèce de classification. Et par exemple, je vais Mhm, en donner un, Julien. Si on parle par exemple de la motivation et de la priorité, il y a certains mhm, métaprogrammes qui reviennent très souvent. C'est le aller vers et le éviter de. Aller vers, c'est-à-dire que on va être face à une personne qui ne passera à l'action ou qui ne sera mhm, motivée que si elle est en recherche de quelque chose, en fait, de positif. Elle mhm, va passer à l'action en recherche de quelque chose. Le éviter de, lui, va passer à l'action en évitement de quelque chose. C'est-à-dire mhm, que, imaginons que demain, tu es RH ou peu importe, qu'une personne vient pour postuler à ton emploi. Si la personne est allée vers, en fait, tu vas communiquer avec cette personne avec son langage. Aller vers. Si tu viens dans cette entreprise, voilà tous les bénéfices que tu vas pouvoir en tirer. mhm, Par contre, si tu as quelqu'un qui est évité d'eux qui vient et que tu veux cette personne dans ton entreprise, va falloir lui parler dans son langage, en éviter d'eux. C'est mhm, si tu ne viens pas dans l'entreprise, si tu ne postules pas à ce poste, voilà tout ce qui va te passer sous le nez. Et en fait, c'est des outils qui permettent à la fois d'influencer l'autre, on n'est pas dans la manipulation, d'accord? On est dans l'influence. D'influencer l'autre pour l'aider à aller de l'avant. Et le truc, c'est que nous, en tant que coach, on va utiliser ces métaprogrammes parce qu'en fait, nos clients vont venir nous voir en disant, moi, j'ai un objectif, mais j'y arrive pas. Ça fait 3 ans que je suis en train de tourner en rond, que j'arrive pas à avoir tel et tel résultat, que j'ai envie de mhm, changer d'emploi, que j'ai envie d'avoir une meilleure vie, que j'ai envie d'avoir, je sais pas moi, une vie de couple beaucoup plus harmonieuse, et ça marche pas. Donc en fait, on va voir tous les métaprogrammes qui sont liés à sa problématique, on va voir ce qui fonctionne pas, et un peu comme des interrupteurs, on va venir switcher. Ok, tu vois, tu utilises ce métaprogramme dans telle situation, ça te donne ces résultats actuels. Les résultats actuels, c'est le fait que ça ne fonctionne pas. En fait, on mhm. va switcher sur notre métaprogramme et on va voir là, à ce moment-là, quelles sont les choses nouvelles qui vont s'ouvrir à toi. Et ça rejoint, pour finir avec cette phrase-là, ça rejoint ce que disait Einstein. La bêtise, c'est de faire toujours la même chose en pensant qu'on va avoir un résultat différent. En fait, en utilisant des métaprogrammes différents,
on ouvre la possibilité à la personne d'avoir des résultats différents. Donc ça, c'est un métaprogramme que j'ai donné, par exemple. Oui, tout à fait. Et la liste peut être effectivement très longue aussi. Donc, Mm. il y a ça à prendre en compte. Et le fait est que, de toute façon, d'une personne à l'autre, on n'aura pas les mêmes programmes qui vont être activés. Alors, Mhm. on porte toutes et tous tous les métaprogrammes. Ils sont en nous parce que c'est un petit peu vraiment les programmes qu'on a dans notre système qui s'activent et qui se désactivent. Mais c'est de comprendre aussi peut-être déjà l'origine, en fait, de nos stratégies cognitives. Et ce qui est important, c'est de voir que, bah, les stratégies cognitives, elles se forment depuis notre enfance en fonction de l'exposition aux apprentissages et aux interactions qu'on a pu avoir, donc interactions sociales avec notre famille, avec les modèles qu'on a pu avoir. C'est lié à toutes les activités et les jeux, les choses qu'on peut faire dans le quotidien qui viennent former petit à petit justement ces stratégies. Et puis, c'est aussi de comprendre que ces stratégies, elles sont vraiment représentatives de notre modèle de départ de fonctionnement. Donc tout ce qui est vraiment environnement familial, l'enseignement, les modèles qu'on a pu avoir, les personnes envers qui on a eu un attachement particulier ou une reconnaissance particulière pour dire cette personne-là m'inspire, j'ai envie de devenir comme cette personne. Tout ça, en fait, ça nous a donné des apprentissages pour une grande partie qui sont inconscients et nos stratégies cognitives se sont formées durant notre enfance principalement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les changer avec le temps, mais c'est juste à prendre en compte que le niveau de plasticité du cerveau va quand même en réduisant. C'est les capacités de modification de nos stratégies, ça va quand même en réduisant avec l'âge. Donc plus on passe du temps à entretenir et à utiliser des stratégies, plus ça peut être délicat, plus complexe, pas impossible, mais plus complexe de pouvoir les changer par la suite. Et ça va jusqu'à notre manière de penser, notre manière de réfléchir, ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire penser à notre propre pensée, réfléchir à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et le point peut-être qui serait à retenir ici, c'est que ces programmes-là, ces stratégies, donc les programmes qui composent les stratégies, se renforcent avec la pratique et l'expérience. Donc si jamais je me rends compte que j'ai certains programmes en moi qui sont inadaptés, qui ne satisfont pas mes projets, mes envies, ce que j'ai envie de voir se réaliser, s'accomplir dans ma vie, eh bien je sais que je peux en utiliser d'autres de manière plus consciente. Mais comment est-ce que je peux savoir quoi utiliser si j'ai pas une grille de lecture qui m'indique comment est-ce que je peux faire les choses? Et c'est marrant que tu parles effectivement de se aller vers, s'éloigner d'eux, parce que c'est un des métaprogrammes, je pense, qui est le plus connu, Mhm. probablement. Il y en a d'autres, mais il fait partie de ceux qui sont les plus connus et les plus enseignés et utilisés. Et ce n'est qu'un élément parmi beaucoup d'autres où finalement, quand tu comprends que tu as différents métaprogrammes et différentes classes aussi de métaprogrammes, là, ça te permet de mieux savoir comment est-ce que tu vas pouvoir changer tes stratégies. Ouais, ouais, exactement. Ouais, donc voilà, effectivement, c'est aujourd'hui dans ce podcast, on va pas pouvoir rentrer dans tous les détails des métaprogrammes qui existent, etc. Mmh. Maintenant, effectivement, l'objectif, c'est surtout de te montrer à quel point c'est puissant. Et toi qui nous écoutes, si tu es manager, si tu es dans le domaine de la thérapie, si tu es dans le domaine du coaching, Mmh. parfois même dans le consulting, ça peut être utile, même si coaching et consulting, c'est deux choses qui sont différentes. Dans le Tout à domaine de la fait. communication, de la formation, Mmh. sache qu'en fait, les métaprogrammes sont un super outil pour te permettre d'avoir davantage de résultats. Imagine, tu es manager dans une entreprise. Tu as peut-être 10 personnes dans ton équipe à gérer Mmh. et que tu apprends à décoder les métaprogrammes, déjà à comprendre quel métaprogramme utilise la personne qui est dans ton équipe, à les Mmh. décoder et à questionner ces métaprogrammes pour aider justement les membres de ton équipe à pouvoir aller de l'avant, réussir et aller vers le succès, tu vas Mmh. avoir des résultats de malade en fait. Et ça, malheureusement, je trouve que c'est un point qui manque. Moi, je connais, en tout cas dans le domaine de l'entreprise, ce que moi j'ai connu, c'est les micromanagers. C'est les personnes qui sont là pour te mettre des coups de bâton, pour Mmh. essayer de te mettre dans une situation très désagréable en pensant qu'en fait, en te faisant vivre la misère, en fait, tu vas passer beaucoup plus à l'action. Sauf que généralement, c'est le contraire qui se passe parce que les personnes, tu sais, une personne qui est pas heureuse dans une entreprise, elle va pas se donner à fond, en fait. Elle va pas pouvoir
faire usage de tout son potentiel. Tout à fait. Imagine en fait ces personnes-là, il y a beaucoup de managers qui sont pas formés. Imagine que tu formes ces personnes-là à des outils de PNL comme les métaprogrammes, comme la communication. Imagine les Ouais. résultats que tu vas avoir. Et souvent, on se rend pas compte, hein. On pense que on pense que si il y a de l'harmonie dans une entreprise, en tout cas certains groupes, en Mmh. fait, ça va pas aller dans le bon sens. On pense que non, les gens vont être trop à l'aise, ils vont pas se donner à fond parce qu'on pense souvent que le boulot, ça me fait penser au mot travail, Julien, qui viendrait Mmh. du mot tripalum. Alors, je sais pas si c'est vrai ou faux. J'avais vu des trucs où on disait qu'en fait le travail vient du mot tripalum, qui est un instrument de torture. Mais le truc, c'est que Mmh. le travail n'est pas forcément un instrument de torture. Tu peux prendre du plaisir au travail. Tu peux prendre du Bien plaisir au sûr. travail si tu as du sens, si tu sais pourquoi tu fais les choses, si tu sais que tu as un impact dans la société Mmh. au travers de ton travail, et si on te donne la place que tu mérites, et si on te donne des responsabilités aussi, parce que c'est Ouais, ça. tout à fait. Mm. Complètement. Donc vraiment de comprendre que ces métaprogrammes, ça s'applique pas uniquement au coach, ça s'applique vraiment à une palette de métiers et ça peut vraiment changer la donne. Ouais, complètement. Complètement. Et en fait, toi qui nous écoutes, c'est aussi de voir que en ayant ces informations-là en main, que ce soit pour toi-même, pour ta vie personnelle, professionnelle, que ce soit dans le cadre de ton activité professionnelle, en fait, avoir entre les mains ces informations, cette grille de lecture, de compréhension de l'individu, c'est aussi augmenter considérablement ta capacité à avoir du pouvoir sur les choses, du pouvoir sur toi-même, du pouvoir d'influence, du pouvoir de compréhension, du pouvoir d'adaptation. Et en fait, si on doit développer une capacité à avoir du pouvoir sur quelque chose dans notre vie, c'est bien nous. Parce que si on n'a pas de pouvoir sur nous-mêmes, si on n'est pas en mesure de finalement cadrer, si on n'est pas en mesure de pouvoir décider, si on n'est pas en mesure de pouvoir s'ajuster en fonction de ce qui se passe, comment veux-tu en fait pouvoir avancer, pouvoir obtenir les résultats que tu veux? Comment veux-tu tendre vers les changements qui t'intéressent vraiment? Ça va devenir super compliqué. Alors, ce que j'aimerais peut-être faire ici et donner plus de précision, justement concernant ces fameux métaprogrammes qui composent nos stratégies cognitives, c'est si je te pose cette question-là et on l'a déjà posée à plusieurs reprises, mais c'est vraiment prendre conscience. Est-ce que toi qui nous écoutes, tu sais comment tu fais pour prendre les meilleures décisions, quoi qu'il arrive? Est-ce que tu sais comment tu fais pour prendre tes meilleures décisions? Et c'est une question qui paraît un peu bête, mais si tu te penches vraiment sur la question, tu sauras probablement pas y répondre. Au-delà du parce que je le sais, parce que je sens que c'est la bonne chose, parce que j'ai bien réfléchi. Et en fait, ça, c'est des éléments de surface. Mais tu as plein d'éléments en fait qui vont venir composer ta stratégie de prise de décision, qui te garantit, en tout cas dans un pourcentage assez confortable, que tu vas prendre effectivement la meilleure décision possible. Et que quand tu prends des mauvaises décisions, c'est pas juste parce que c'est un coup de malchance ou que ce jour-là tu t'es trompé. C'est parce que tu as suivi en fait une recette qui était pas la bonne pour toi. Et c'est vraiment de voir ça, c'est de voir que chaque métaprogramme, qu'on en ait 20, qu'on en ait 54, qu'on en ait 200, peu importe, c'est de comprendre que ce sont des ingrédients pour une recette. Et cette recette va aboutir soit à quelque chose qui va t'aider à avancer, soit à quelque chose qui ne va pas t'aider justement à aller de l'avant. Et si on va plus loin dans cette dynamique-là, et c'est pour ça aussi que la PNL, elle est puissante, parce qu'elle s'intéresse vraiment à la communication, à la manière qu'on a de parler, hein, c'est de la neurolinguistique, donc la linguistique qu'on utilise, mais c'est aussi une double voix. C'est-à-dire que on va communiquer d'une certaine façon, et en fait, nos stratégies de langage sont représentatives de nos stratégies cognitives, et inversement, notre langage peut venir influencer en fait notre manière de réfléchir, de penser et de percevoir. Et très probablement que toi qui nous écoutes, tu as déjà fait cette expérience. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois que tu moulines sur un sujet, tu réfléchis tout seul, toute seule dans ton coin, t'es pas à l'aise, t'es pas confortable, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'issue possible, que ça peut pas bouger, etc.
et tu décides d'en parler à quelqu'un d'extérieur. Tu parles avec cette personne-là, cette personne te pose des questions, cette personne te fait reformuler, cette personne te pousse à dire des choses ou à partager des informations que tu n'avais peut-être pas remis en conscience jusque-là. Et suite à la conversation, curieusement, tu te sens mieux. Tu vois plus clair. Tu sens qu'en fait, il y a peut-être des possibilités, que la situation est peut-être pas si grave que ça, que en fait, il y a des choses que tu ignorais et que maintenant, tu sais. Et c'est pas juste le fait d'apprendre des nouvelles informations. Parce qu'en vrai, tu les avais déjà probablement accessibles depuis un certain temps autour de toi. Tu les as peut-être déjà vus, tu les as peut-être déjà entendus, mais c'est pas rentré dans ton système. Sauf que, à un moment donné, tu rencontres une personne, alors soit elle est formée, et dans ce cas-là ça s'explique, ou une autre personne, mais qui a tout simplement des capacités naturelles à explorer le discours, à t'aider à penser différemment, à ajuster ta manière de voir les choses. Et en fait, sans t'en rendre compte, tu viens changer ta syntaxe grammaticale, tu viens changer la manière dont t'organises ton discours, et en faisant ça, sans t'en rendre compte, tu viens d'activer et de désactiver d'autres métaprogrammes pour changer tes stratégies cognitives. Et là, d'un seul coup, tu as un changement qui s'opère. Et c'est ça aussi qui est beau, finalement, dans nos interventions en coaching, mais même en thérapie, ça s'applique. C'est de se dire, parfois, il suffit juste de bouger un tout petit peu l'aiguille pour que d'un seul coup, il se passe quelque chose et que t'as un changement de perspective et du coup, un changement de résultat qui arrive à se positionner derrière. C'est ça. Ah, c'est ça. J'aime beaucoup l'image que tu donnes et ça me refait penser à cette image d'interrupteur. C'est vraiment des interrupteurs en fait que tu vas switcher comme ça. Un peu comme si tu avais un tableau de bord. T'avais le tableau de bord de la personne qui est en face de toi. Et puis, tu as des petits voyants rouges qui clignotent à certains moments pour t'expliquer, regarde, là, il y a un truc qui bloque. Là, il y a quelque chose qui va pas. Et toi, paf, tu vas enclencher l'autre, le switch et hop, tu vois que le voyant va tourner au vert. Et en fait, moi, je trouve que c'est l'une des choses les plus intéressantes, en tout cas dans le domaine du coaching, au-delà du fait d'aider les gens. D'accord, le fait d'aider les gens, tout ça, ça nourrit, mais c'est hyper stimulant. C'est hyper stimulant parce que on est dans cette espèce de jeu. Moi, je le vois vraiment comme un jeu d'échecs, tu vois, Julien. T'es là, tu écoutes le client. Alors déjà, faut faire preuve d'écoute active pour pouvoir mettre le doigt sur les métaprogrammes et avoir conscience. Mais tu vas justement utiliser tes capacités de communication. Tu vas écouter l'autre. Tu vas décrypter, analyser. Tu vas tester des choses. Parfois, tu vas te planter, puis tu vas retester autre chose. Et en fait, tout ça, en fait, tous ces ingrédients qui sont mélangés et notamment les prises de conscience du client et le fait qu'à la fin, tu vois que le client, en fait, sa posture change, sa façon de penser change. Tu vois qu'en fait, tu l'as libéré de quelque chose. Honnêtement, le soir, t'as envie, tu te couches tranquille, quoi. Vraiment, je trouve que c'est hyper, hyper stimulant. Et les métaprogrammes vraiment sont hyper centrales. Peut-être, je vais ajouter un élément, Julien, c'est que t'es pas obligé de connaître tous les métaprogrammes pour aider une personne, d'accord? Si on commence, ne serait-ce qu'avec le praticien, Julien, dans le praticien, on n'en voit pas énormément. Je pense qu'on en voit à peu près 10, 12, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus. Ouais, complètement. Et c'est ça qui est chouette aussi avec la notion des métaprogrammes, c'est que t'es pas obligé de devenir coach ou t'es pas obligé de devenir PNListe en tant que tel pour te dire, tiens, les métaprogrammes, j'aimerais pouvoir les utiliser dans mon quotidien, que ce soit pour moi-même ou pour mes proches, pour dire, je sais repérer quelques éléments, Mm. je comprends comment fonctionne mon conjoint, ma conjointe, mes parents, frères, sœurs, enfants, et du coup, avec ça, je peux faciliter, en fait, les prises de décision, l'engagement, la motivation. Aider, en fait, à aller dans une direction qui est plus adaptée. Parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on explique, finalement, dans ce podcast, c'est que les métaprogrammes, c'est le décodage des leviers et des systèmes qu'on utilise dans nos stratégies cognitives, dans notre pensée, nos comportements. En tout cas, qu'est-ce qui amène le comportement et donc nos résultats pour justement mieux savoir quels sont les ingrédients qui sont en jeu. Et si tu en as déjà une dizaine entre les mains, c'est déjà beaucoup mieux que de pas en avoir du tout et d'y aller en mode automatique sans vraiment comprendre finalement comment est-ce que tu fonctionnes. Alors après, c'est vrai que tu faisais référence sur le fait que dans le MedPrat, on en voit beaucoup plus. Et concrètement, oui, on en voit beaucoup plus puisqu'on est maintenant à 54 métaprogrammes. On a fait une mise à jour récemment finalement du nombre de métaprogrammes sur lesquels on apprend à décoder les stratégies cognitives, comment est-ce qu'on les utilise. Et 54, ça peut paraître très très important en termes de volume. Alors c'est sûr, il y en a beaucoup,
Mais en vrai, quand tu étudies les métaprogrammes et que tu les regardes de plus près, tu comprends en fait que comme c'est des choses que tu utilises dans ton quotidien, dans ton discours, dans ta grammaire, dans ta syntaxe, en fait, tu t'en rends pas compte, mais ils sont là tout le temps. C'est un peu comme si tu avais appris à parler et à écrire, et qu'à un moment donné, on vient t'expliquer, regarde, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le sujet, ça, c'est ce qu'on appelle le verbe, ça, c'est ce qu'on appelle le complément. Là, ce que t'as fait, c'est que t'as conjugué au présent, là, t'as conjugué au futur, là, t'as mis un adjectif. Et en fait, c'est un petit peu ça, les métaprogrammes, c'est reprendre ce que tu fais déjà naturellement et aller le décoder pour mieux comprendre la structure, parce que si on comprend la structure du langage, du discours de l'individu, en fait, on peut mieux comprendre comment ça s'organise dans sa tête et comment ça passe à l'action dans le comportement, et surtout comment on peut influencer ça de manière positive et adaptée pour aider la personne à passer d'un état où je suis complètement coincé à un état où finalement je progresse et je vais de l'avant sur le sujet qui m'intéresse le plus à ce moment-là. Ouais. Et justement là, tu parlais, Julien, des métaprogrammes en tout cas qu'on enseignait à l'Institut. On a une petite surprise par rapport à ça, par rapport à tous ces métaprogrammes. Tout à fait. Récemment, on a organisé une masterclass qui s'était déroulée sur Paris, d'ailleurs, et on salue les personnes qui étaient avec nous ce jour-là, en tout cas avec moi, puisque tu pouvais pas venir dans ma valise, c'était un peu compliqué. C'est ça. Mais non, on a passé une super journée et effectivement, on a travaillé à revoir ces fameux métaprogrammes et on a eu une super expérience. D'ailleurs, je remercie encore une fois Sandia. Peut-être que tu connais déjà, toi qui nous écoutes, qui fait partie de l'Institut, qui nous a envoyé une de ses bonnes connaissances, Alicia, qui est venue se prêter au jeu pour une séance de coaching que sur les métaprogrammes. Et ça a été génial parce que on a décodé son mode de fonctionnement, on a décodé ses stratégies pour ensuite l'aider à progresser sur un sujet qui prenait beaucoup de place pour elle à ce moment-là. Et les retours ont été super positifs et elle nous a encore refait des retours derrière, en nous disant que ça avait progressé, qu'elle avait bien avancé, qu'elle se sentait beaucoup plus légère. Donc vraiment une super expérience. Et en fait, la surprise, c'est que en lien justement avec cette masterclass qui a été organisée, on a publié un livre. Alors pour celles et ceux qui verront peut-être des extraits vidéo sur cette partie-là, il est juste là sur ma vidéo, il est juste là. C'est le livre qu'on a publié justement sur les métaprogrammes. Et puis, il y a toute la nouvelle version aussi, super, merci Samir. Il y a toute la nouvelle version du cours qui est en train d'être mise en ligne dans le parcours du Maître Pratt. Et bien sûr, l'autre point, et on l'avait déjà montré en vidéo lors d'un live, c'est un jeu de cartes, donc 54 cartes qui reprennent les 54 métaprogrammes pour justement t'aider, toi qui veux pratiquer avec les métaprogrammes, à t'organiser, à reconnaître et surtout à savoir faire ce qu'il faut avec les métaprogrammes, parce que les décoder, c'est une chose, mais après une fois que tu as décodé, tu fais quoi? Et en fait, le livre combiné justement à ce jeu de cartes, et encore mieux si tu suis le programme de formation, ça t'apprend à poser les bonnes questions, à agir sur les bons leviers et justement à faire progresser tes clientes et tes clients de la meilleure façon possible. Donc ça, c'est la surprise, et en fait tu vas retrouver dans le détail de ce podcast, tu vas retrouver le lien pour accéder à la page sur notre site web qui te parle justement de ce sujet-là et qui te présente le livre, son contenu, le jeu de cartes et bien sûr la possibilité de te certifier avec nous en PNL sur le niveau le plus avancé, en PNL systémique au niveau maître praticien. Exactement, Julien. Et en fait, ce livre, il n'est pas juste destiné à nos étudiants. Toi qui nous écoutes, si tu connais la PNL, si tu t'es formé même ailleurs, en fait, tu peux, si tu le souhaites, recevoir ce livre-là. Et ça te permettra justement d'avoir beaucoup plus de détails, parce que c'est vrai que dans l'Institut, on passe beaucoup de temps sur les métaprogrammes. C'est quelque chose qui prend du temps. Vraiment. C'est parfois même frustrant parce que c'est tout un nouvel apprentissage. C'est comme quand tu apprends à marcher, c'est comme quand tu apprends justement à parler. Il faut du temps pour que tout ça devienne automatique, que tu réfléchisses pas quand tu pratiques, quand tu fais les choses. C'est un peu une autre manière de voir le monde. C'est comme si tu développais une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle façon d'interagir avec les autres, et ça peut mettre du temps. Et le truc, c'est qu'on a voulu justement créer ce livre-là. Alors c'est surtout Julien qui a pris beaucoup de temps à l'écriture du livre, mais c'était justement pour pouvoir apporter davantage d'éléments
et d'avoir un support en fait entre les mains qui te permet, ok, tu sais, je suis bloqué peut-être sur ce métaprogramme-là, quelles questions je peux poser, comment je fais pour le déterminer, est-ce qu'il est lié à un autre métaprogramme, etc., ou il fait partie de quelle famille de métaprogrammes. Et c'est aussi pour ça justement que il y a eu cette création de livres et de cartes à côté qui permettent de faciliter la pratique de coach ou autre, d'accord, si tu utilises ces métaprogrammes dans autre chose, de pouvoir justement utiliser ces leviers de la meilleure des façons et aider les autres à pouvoir avancer. Donc, Julien, moi j'ai envie de dire une chose, c'est toi qui nous écoutes, imagine un futur proche où tu maîtrises tes pièges cognitifs, tu comprends le fonctionnement de ton cerveau et tu sais ce qui te bloque, mais aussi que tu comprends les pièges cognitifs des autres personnes. Oui. Imagine la différence que ça peut faire. Imagine les barrières que toi tu vas dépasser, mais que tu peux aider à dépasser chez les autres. Et c'est ça, en fait, le fait d'utiliser les métaprogrammes, c'est à ça que ça va te permettre. Ça va te donner un pouvoir d'influence qui va être énorme. Ah oui, carrément. Ouais. Carrément, parce qu'en fait, tu vas avoir un niveau de compréhension de l'individu et de ses stratégies et de sa manière de fonctionner qui va en fait supplanter tellement d'autres choses, parce qu'il y a plein de moyens de profiler une personne. Peut-être que tu as fait de l'énéagramme, peut-être que tu fais de l'analyse transactionnelle, peut-être que tu fais, je sais pas, du MBTI ou encore autre chose. Et tu as plein de points qui sont intéressants. Et d'ailleurs, toutes ces approches ont un élément qui peut être très intéressant à mettre en place, que tu peux combiner avec d'autres. Ça t'éclaire un peu plus, ça donne une grille de lecture. Mais l'avantage avec les métaprogrammes, c'est que déjà premièrement, ça n'enferme pas la personne dans un profil spécifique. Ça te montre aussi que nos stratégies cognitives, elles sont pas figées, mais elles sont dynamiques, qu'elles peuvent être modifiées, qu'elles peuvent être influencées, et qu'en fait, à partir du moment où tu as une grille de lecture qui est plus précise, qui est plus fine, qui s'adapte aussi beaucoup à la personne, parce que il y a énormément de métaprogrammes qui sont contextuels. En fait, il y a des métaprogrammes qui vont s'activer dans certaines situations, et qui ne vont pas être présents dans d'autres. Et savoir reconnaître justement toutes ces nuances, ça te donne une capacité d'adaptation, de compréhension, d'ajustement et une qualité d'intervention qui est bien différente en fait. Parce qu'au lieu de tourner, imaginons tu as un problème qui se présente, que ce soit dans ta vie ou chez un de tes clients ou de tes clientes, le truc, c'est que s'il y a un problème qui se présente, peut-être que ton premier réflexe, ça va être de comprendre le problème, pourquoi on en est là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, etc. Mais si tu vas regarder peut-être l'opérateur plutôt, c'est-à-dire la personne, parce que, je veux dire, la majorité des accidents qui peuvent se produire, en général, c'est lié à l'humain, c'est pas lié à la machine, par exemple. Quand il y a un accident de voiture, c'est lié à l'humain. C'est rarement à cause d'une défaillance de la voiture. Ça peut arriver. Quand il y a un accident d'avion, c'est la même chose. Quand il y a un accident de train, c'est la même chose. Quand il y a un accident dans une usine, c'est la même chose. Alors pourquoi est-ce qu'en psychologie, on ne pourrait pas se dire, finalement, s'il y a quelque chose qui marche pas, c'est peut-être la faute de l'opérateur. Plutôt que d'essayer d'expliquer le pourquoi du parce que du comment de ce qui marche pas autour, pourquoi est-ce que je me recentrerais pas sur l'opérateur lui-même, la personne, et de comprendre qu'elle passe peut-être par des stratégies. Et en fait, le peut-être, c'est un petit mot, je devrais dire, elle passe carrément par des stratégies, et ces stratégies-là, elles peuvent l'aider ou elles peuvent la pénaliser. Et si je suis capable de déterminer c'est quoi le métaprogramme ou la série de métaprogrammes qui sont problématiques dans leur mode de fonctionnement, dans leur combinaison, dans leur polarité, en fait, j'ai juste, ça va plus loin que ça, mais j'ai juste à jouer avec le métaprogramme ou les métaprogrammes en question, les faire changer de polarité, les amener dans une configuration différente, pour qu'à ce moment-là, les stratégies, en fait, comportementales changent derrière, et donc on ait des résultats qui soient différents. Donc c'est un point important que tu amènes là, Samir, effectivement, le pouvoir d'influence et le pouvoir de transformation que les métaprogrammes nous apportent, et c'est pas pour rien qu'on passe autant de temps dans le cours de Maître Pratt, on passe toute une période où on les étudie, on les comprend, on les met en application, on les teste entre nous, on les applique sur les volontaires qui sont accompagnés en supervision. Tout ça, on met du temps là-dessus parce que si on maîtrise en plus les métaprogrammes, que tu sois en PNL ou une autre approche, peu importe, tu comprends pourquoi tu utilises certains protocoles. Tu comprends pourquoi certains protocoles fonctionnent mieux que d'autres. Tu comprends comment un protocole peut être développé et créé pour amener un maximum d'impact
Parce qu'en fait, derrière, tu auras forcément l'utilisation et le fait de jouer sur certains métaprogrammes dans la dynamique. D'ailleurs, tu vois, je t'écoutais et je disais, si tu veux pas te faire pénaliser, tu peux te faire pénaliser. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce petit jeu de mots là qui venait, qui me venait en tête. On prend. De bon matin, on prend, pas de problème. Et peut-être, juste, tu sais, je voulais ajouter ça, mais toi qui nous écoutes, sache que, je le redis, hein, mais tout ce qu'on apprend là, comme tu le dis, Julien, ça ne s'applique pas que dans le domaine du coaching, d'accord? Ça peut s'appliquer dans le domaine de la thérapie, ça peut s'appliquer dans le domaine du coaching, mais ça peut aussi s'appliquer si toi qui nous écoutes, t'as un poste de leadership. Parce que, imagine, t'as des personnes sous ton aile que tu leads, et tu sais comment ils fonctionnent, tu sais c'est quoi leurs leviers mentaux. Tu vas pouvoir les accompagner de la meilleure des façons et avoir beaucoup plus de résultats. Parce que souvent, alors moi c'est ce que je vois, Julien, c'est que, en tout cas dans mon expertise à moi, celle que j'ai vécue, chez mes managers, il y avait pas ça. Il y avait, tu sais, c'était du blanc ou du noir. C'était juste ça. C'était soit ça va pas. Soit la personne elle est compétente, soit elle est pas compétente. Soit la personne elle est motivée, soit elle est pas motivée. Il n'y a pas de juste milieu. Et le truc c'est que les métaprogrammes, ça te permet justement de savoir c'est quoi les leviers motivationnels. Pourquoi est-ce que la personne, potentiellement qu'elle a des compétences, potentiellement qu'elle a des ressources qu'elle peut utiliser qui peuvent faire la différence dans l'équipe. Mais si moi, je connais pas les leviers motivationnels de la personne, si moi, potentiellement, je fais des erreurs parce que je parle mal à la personne, parce que peut-être que je lui mets la pression alors que c'est pas comme ça qu'elle fonctionne, le problème, c'est pas forcément la personne. Alors, ça vient des deux, d'accord? Ok? Mais, c'est parfois, on a cette tendance, ça me rappelle justement, Julien, une illustration que j'avais vue où c'était sur le management, où en fait, t'avais plein de clous qui étaient tordus et qui disaient, en fait, souvent, on met on dit que c'est de la faute du clou. Mais en fait, si le manager s'est pas bien tapé et manie mal le marteau, il a une très grosse responsabilité et malheureusement, en fait, les clous qu'il va plier, c'est fini, c'est trop tard. On peut pas les remettre droit, ces clous-là. Donc, de comprendre que toi qui nous écoutes, si t'es dans le domaine du management, si tu travailles même dans les entreprises, je pense qu'ils ont tout intérêt à initier justement leur manager à ces outils-là parce que c'est une manière aussi de créer du management bienveillant. Oui, oui, carrément. Et en plus, le truc, c'est que plus en fait tu comprends comment fonctionne l'individu dans ses stratégies, plus c'est facile en fait d'appliquer l'un des présupposés clés de la PNL qui est que on n'est pas nos comportements, on n'est pas nos résultats. Donc c'est beaucoup plus facile de dissocier l'individu de son comportement, de ce qui se passe, de ses résultats, quand tu sais qu'en fait c'est avant tout lié à une stratégie cognitive qui est en place. Parce que quand tu te dis toi, en fait, je suis nul, je sers à rien, j'arrive pas à ça, je suis pas capable de. En fait, c'est que tu utilises pas la bonne recette. C'est comme si je te disais de faire des crêpes et que je te donnais une recette de gâteau à la poire, par exemple. Je te mets au défi de me faire des crêpes avec la recette que je te donne. Et je peux, à ce moment-là, insister en te disant, si, ça c'est la recette. Si t'es pas capable de le faire, c'est parce que t'es nul, tu sers à rien, t'es pas capable. C'est ça. En fait, tu vas avoir ce qu'on appelle la problématique de l'incompétence acquise, où tu as vraiment le sentiment par des retours d'expérience et parce que tu observes et ce que tu penses de toi-même, tu vas avoir l'impression que tu es complètement incompétent, que t'as pas de capacité, que tu es nul, que t'as pas de valeur. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Le truc, c'est que tu utilises sans t'en rendre compte des stratégies automatiques. S'il y a personne pour t'expliquer que c'est avant tout des stratégies, que ça n'est pas toi, que ces stratégies, elles se changent, mais pour ça, il faut les comprendre, il faut les décoder, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile. Parce que moi, si je viens à côté de toi et que je te dis, tu sais, regarde, peut-être que c'est pas la bonne recette, tu penses que c'est la bonne recette, mais si on ouvrait un peu les perspectives et qu'on se disait que finalement, c'est peut-être pas la bonne recette, est-ce que faut tout changer? Non, parce que t'as des ingrédients dans ta recette de gâteau à la poire que tu vas retrouver pour les crêpes. Mais t'as aussi des ingrédients qui manquent, t'as les quantités qui vont changer. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est que plus tu avances dans ta compréhension des métaprogrammes, plus tu te rends compte en fait qu'on a une série finalement d'ingrédients. Et ces ingrédients, des fois faut en mettre une petite pincée, des fois faut en mettre un bol entier, des fois faut carrément pas en mettre du tout, parce que en fonction des mélanges que tu fais, le résultat de ta recette va pas du tout être le même. Et l'avantage, c'est qu'on porte en nous tous ces métaprogrammes, et que selon les configurations, ils peuvent être mal réglés,
mal ajusté, et en prendre conscience, c'est aussi te redonner du pouvoir sur ta propre manière de fonctionner, et en fait, t'as des changements juste hallucinants qui peuvent se produire grâce à ça, avec le temps, avec la pratique, avec le bon cadre, mais t'as vraiment des changements ultra puissants qui peuvent se produire. Ouais, totalement, totalement. Donc voilà, toi qui nous écoutes, si tu as un besoin justement de croissance personnelle, si tu as un besoin de travailler sur toi, si tu as un besoin d'outils concrets, aussi bien dans le domaine du management, le coaching, la thérapie, peu importe, en tout cas dans ton métier parce que tu interagis avec des gens, tu peux nous écrire si besoin, on pourra potentiellement t'aider. Et derrière, tu pourras aussi trouver notre livre dans lequel on explique toutes ces stratégies-là, toutes ces stratégies cognitives, tous ces biais également, parce qu'il y a beaucoup de biais également, et comment faire pour pouvoir les utiliser à notre avantage. Encore une fois, on parle pas de manipulation, on parle vraiment d'influence. C'est l'objectif. Oui, exact. Et après, la différence entre influence et manipulation, c'est l'intention que tu mets derrière. Si c'est pour tirer profit toi, ça sera de la manipulation. Si c'est pour aider l'autre à avancer dans la direction qui l'intéresse, c'est de l'influence. J'ai peut-être un dernier point qui me vient en tête, qui est quand même important, je trouve. C'est de comprendre que si toi qui nous écoutes, t'es peut-être thérapeute, psychologue, conseiller, coach, peu importe les méthodes que tu utilises, c'est ça aussi qui est beau, c'est que en fait, si aujourd'hui tu as des résultats avec les techniques que tu utilises, c'est super. Mais si on regarde ce qui se passe dans l'application de tes stratégies et dans la transformation qui se fait entre le moment où la personne vient de voir avec son problème et qu'elle repart avec une dynamique différente, en fait, dans tout ça, tu as les métaprogrammes qui sont présents. Alors tu peux passer toute ta carrière à utiliser des outils en disant ça c'est un super outil, ça marche vachement bien, c'est super efficace avec mes clients, ça fait des années que je l'utilise, sans jamais savoir pourquoi ça fonctionne. Mais tu peux aussi aller regarder, tiens finalement, en fait avec ce protocole-là, on travaille sur tel et tel métaprogramme. En fait, on fait basculer ce métaprogramme de ce côté-là. Et c'est parce qu'on fait ça qu'on arrive à. Et c'est là en fait où tu te rends compte que la PNL déjà n'a rien inventé, puisque c'est de la modélisation avant tout de ce qui existe déjà et de ce qui se fait déjà, mais c'est aussi une simplification et une facilitation d'accès aux résultats, parce que peut-être que tu prends un protocole qui est ultra complexe et ça va prendre, 15 séances pour qu'il y ait un changement qui se produise. Tu vas le passer au crible et tu vas étudier ça avec les outils de la PNL et tu vas te rendre compte qu'en fait, peut-être qu'avec 2, 3, peut-être même parfois une seule séance, tu peux amener un changement profond, radical, aussi puissant que celui que t'atteignais avant, mais en allant droit au but et en jouant finalement sur les points les plus justes et les plus percutants pour la personne. Donc vraiment, intéresse-toi à ce sujet-là et tu vas découvrir que quelle que soit ta pratique, peu importe ce que tu fais comme métier, peu importe les méthodes que tu utilises, les métaprogrammes sont là et les stratégies cognitives sont là, quoi qu'il arrive. Ouais, exactement. Bon Julien, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet-là des métaprogrammes. On a déjà fait des podcasts où on parlait des métaprogrammes, mais là on a voulu rentrer un peu plus en détail justement pour expliquer qu'il y a une mise à jour, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de métaprogrammes aujourd'hui, en tout cas qu'on enseigne à l'Institut, mais surtout aussi pour parler du livre et du fameux jeu de cartes qui a été distribué à nos étudiants et que toi tu peux acheter si tu le souhaites. Exactement. Pour tu booster peux te ta le procurer et ça nous fera plaisir de t'envoyer tout ça en colis surprise pour que tu puisses appliquer tous ces éléments. Donc si jamais tu as des questions là-dessus, t'hésites pas à nous contacter comme d'habitude. On est à ta dispo. N'hésite pas à laisser un commentaire, à liker, à partager, à commenter, à t'abonner si c'est pas déjà fait sur nos différents réseaux sociaux et bien sûr à ce podcast spécifiquement. Comme ça, tu nous aides à gagner en visibilité puis à continuer de grimper dans les statistiques. On avait été mis en avant d'ailleurs il y a pas très longtemps. Ouais, on a été mis avant sur une plateforme de podcasting justement qui nous avait placé parmi le top 10 des podcasts développement personnel en France. Donc c'est vraiment cool. Ouais. Donc c'était super appréciable de se retrouver dans ce classement-là et on les remercie encore une fois, même si on avait fait un post pour les taguer et les remercier pour ça. Mais voilà, contribue à ton niveau, simplement avec des petits likes, avec des commentaires, avec des abonnements, avec des partages. C'est un très très bon moyen finalement de nous soutenir et puis de nous aider à
gagner en visibilité justement sur tout ce travail qu'on fait à travers ce podcast depuis, je pense, 3 ans maintenant. 3 ans et quelques, ouais. Ouais, 3 ans et quelques. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc un gros merci comme d'habitude. Ça commence à dater, Julien. Pour ton écoute. Ouais, ça commence. On commence à se faire vieux. Ouais, c'est ça. Donc un gros merci pour ton écoute, pour ton temps. On va se retrouver très bientôt pour un prochain épisode. Je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on se dit à la prochaine.